avancer ces sujets. Et justement, là, on va aller encore plus loin. On va faire un peu de prospective. Donc, avec vous, Jean-Christophe Vizier, vous êtes directeur de la prospective au CSTB. Et avec Alain Bogart, qu'on ne présente plus. Vous êtes Alain Bogart. Voilà. Je vous laisse tous les deux. Oui, enfin, oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Allez, on va faire à deux. Et c'est Jean-Christophe Vizier qui commence. On va vous parler d'une vision un peu prospective sur la rénovation et la construction bas carbone. On ne sait pas vraiment s'il faut qu'on soit dans cette salle ou dans la salle d'en dessous, parce que vous savez qu'on regarde rénovation et construction séparément, et un des enjeux dont on va parler, c'est le fait qu'il faudrait les regarder ensemble. Si on regardait historiquement ce qui s'est passé, on sort d'une période où on avait trois choses qui étaient vraiment importantes. Une démographie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, extrêmement dynamique. Une répartition territoriale où on avait tendance à aller se concentrer vers les métropoles ces dernières années, vers la périphérie des métropoles. Et alors, ces deux aspects, plus de gens qui vont tous un peu vers le même endroit, qui se concentrent à des endroits, très clairement, ça posait la question de faire du quantitatif. Il fallait faire du quantitatif, il y avait plus de gens qui venaient là. En plus, on cherchait à avoir plus de surface par personne, notamment parce que, on avait de plus en plus de surface par personne. Et puis, il y a un autre aspect qui nous est arrivé, c'est les aspects environnementaux, qui font qu'on passe d'une période où on avait toutes les matières qu'on voulait, à une période où on se dit, les matières, les déchets, c'est quand même un problème, c'est en train de venir fortement. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de la démographie, savez-vous, par exemple, que depuis plusieurs années, le nombre de moins de 65 ans en France est en baisse forte. La seule population qui croît en France, c'est les plus de 75 ans. Elle va continuer à croître, mais en dessous, il y a moins de gens. Deuxièmement, comme vous l'avez remarqué, se pose la question de savoir si on va continuer à se concentrer dans les mêmes endroits ou si on va se répartir différemment. Si vous associez ces aspects démographie, géographie où on va être et les problèmes de matière, ça pose une question un peu différente de ce dont on va avoir besoin. Est-ce qu'on va avoir besoin toujours de beaucoup de quantité, d'avoir plus, ou est-ce qu'on va plutôt passer dans un mode où il faudrait adapter le parc aux besoins de l'époque avec plus de personnes âgées, des modes de vie qui bougent, et on a une conviction, c'est qu'il faut absolument se projeter dans cette vision de ce que pourrait être plus qualitative, plus centrée sur les besoins des gens. J'ai oublié de passer la première diapo, c'est clairement, on est dans une métamorphose qui est en cours, et quand vous êtes dans une métamorphose, quand la chenille devient papillon, il faut qu'elle se mette à penser différemment. Et c'est un des enjeux qu'on a, de se projeter dans un mode de pensée différent qui va commencer par la ville. Bon, alors je prends la suite, c'est volontairement que vous voyez un slide dans lequel on ne parle plus de bâtiments, on parle de villes, adaptable, territoire adaptable, ville, la majorité des territoires, c'est des villes, villes productives, territoire productif, et ville vivante, territoire vivant. Bon, alors pourquoi dire ça? Le message, c'est que, je le dis aux gens du bâtiment, le bâtiment, il n'est pas tout seul, il n'est jamais tout seul. Il est ancré sur un territoire, il est en réaction à d'autres bâtiments sur le territoire, à des équipements généraux, etc. Il forme ville, il forme quartier d'abord, il forme ville, il forme grand territoire. Et donc, c'est très difficile, et ça serait une erreur historique, de penser qu'on a des objets qu'on place, c'est fini. Les gens du bâtiment ont placé un objet. Les gens du bâtiment, désormais, ils doivent intégrer cet objet, qui est le bâtiment, qui est quand même physique, le bâtiment, mais dans quelque chose de plus vaste qui a un sens. Donc, le message que je fais passer d'entrée de jeu, si on veut être plus intelligent dans le bâtiment, il faut qu'on ait une vision qui va au-delà du bâtiment, qui regarde les territoires. Et il faut bien voir que ce n'est pas une présentation pour dire c'est une façon, ils présentent, etc. Regardez, la plupart des architectes, ils sont devenus urbanistes aussi. Les promoteurs, ils deviennent aménageurs aussi.
C'est quand même très intéressant. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui commencent à dire « il faut que je vois plus vaste ». On entend dire des promoteurs qui nous disent « le bâtiment, ce n'est pas seulement un bâtiment, mais une plateforme de services ». Ils regardent les services et ils s'aperçoivent que tous les services ne sont pas forcément à l'intérieur du bâtiment, mais que certains sont fournis par le quartier, par l'environnement du bâtiment. Et il commence à y avoir des logiques où le bâtiment s'insère. Par exemple, pour être très concret, il y a des promoteurs qui vendent des appartements avec des places réservées à la crèche. Pourquoi ? Ils se sont dit, celui qui va venir loger là, il a des enfants, si c'est un client, et il faudra qu'il y ait... alors, on peut lui demander de construire des crèches. Bon, ça, c'était ce qu'on a fait pendant longtemps, mais voilà. Donc, alors, réfléchissons à ces... Alors, évidemment, c'est un parti pris. Je vous propose 3 éléments de mutation des villes. Ces mutations des villes, je ne les ai pas pris au hasard. Il se trouve que j'anime Europan France. Europan, c'est un programme d'architecture nouvelle lancé par le plan de construction à l'époque, qu'on a proposé à toute l'Europe. Et donc, les thèmes que je vais vous décliner, ce n'est pas le thème franco-français, c'est des thèmes qu'on a adoptés en Europe comme étant des transformations de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait cet enchaînement, 2 sessions tous les 2 ans pendant 4 ans sur villes adaptables, 2 sessions sur les villes productives et 1 session sur les villes vivantes. Et je voudrais vous montrer que ça a un impact sur la vision que l'on peut avoir du bâtiment. Alors la ville adaptable, je vais vous dire pourquoi. C'était l'époque où on ne savait pas très bien où on allait, et la plupart des urbanistes disaient, dans une période comme ça, il faut à tout prix qu'on ait plusieurs voies possibles. Il faut qu'on ait des capacités d'agilité, de transformation de la ville. Vous voyez bien que c'est très important. Et pourquoi ? Parce que quand vous avez vu arriver la question climatique, on a dit on va faire des villes nouvelles du XXIe siècle. On fait un Masdar, par exemple. C'était la vision Corbu, d'ailleurs. On fait le monde nouveau, on fait une nouvelle ville. Excusez-moi, la plupart des villes existent. Vous n'allez pas, c'est pas parce que vous faites une ville nouvelle qui serait la ville du XXIe siècle que vous allez transformer les villes. Donc, on est en train de dire ce qui est prégnant dans la ville, c'est l'existant. Ah, c'est un rapport avec notre discussion sur les bâtiments, le stock et le flux. Vous voyez bien que dès que vous avez une vision au niveau de la ville ou du territoire, le stock est le plus prégnant. Le flux, c'est un petit phénomène à côté du stock. Et donc, on voit bien que naît à ce moment-là cette idée de l'agilité, de l'adaptation des villes. Et d'ailleurs, pour ceux qui font de l'urbanisme, ça veut dire qu'on ne va pas changer forcément la morphologie de la ville, mais on va essayer de changer son métabolisme, c'est-à-dire son fonctionnement, la façon dont on vit dans la ville. Et on en a vu une démonstration fantastique avec le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid ? Le Covid, par obligation du confinement, on a changé nos modes de vie et on a occupé différemment la ville. Les pistes cyclables Covid, on les a appelées comme ça, elles vont devenir définitives. Les terrasses des cafés Covid, peut-être qu'elles vont devenir définitives. Donc, on voit bien qu'avec la même ville, tout d'un coup, on l'a vécu et on peut la vivre différemment. Donc, ça s'applique au bâtiment. Cette idée d'adaptation du bâtiment, changement d'usage, souplesse vis-à-vis des usages, on l'a vécu aussi dans le Covid avec des formes de télétravail, avec évidemment le maintien à domicile des personnes âgées, c'est quand même mieux que, etc., etc. Donc, pour le monde du bâtiment, je crois que nous rentrons dans une période où il faut qu'il y ait cette adaptation possible, permanente, et elle s'applique au stock autant qu'au flux. La deuxième piste, ville productive. Ça, c'est une idée qui est l'idée suivante. On constate que les territoires sont de moins en moins autonomes, l'énergie vient d'ailleurs, la nourriture vient d'ailleurs, les déchets partent, on n'utilise pas, on ne recycle pas les produits locaux, etc., etc. Et on a donc cette idée que les villes ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut qu'elles retrouvent une plus grande autonomie, elles ont perdu de l'autonomie, il faut qu'elles retrouvent de l'autonomie énergétique un peu plus, c'est l'idée des ENR et des ENR locales, décentralisées.
Voilà, je dirais quelques mots tout à l'heure à propos de cette idée qu'on a peut-être dévié avec la RE 2020 sur la place des énergies décentralisées. Donc il est très important qu'on retrouve, c'est l'autonomie alimentaire, il faut regagner. C'est pour ça d'ailleurs que ces idées de ferme urbaine, à la fois elles sont naïves, mais elles ne sont pas totalement naïves. C'est l'idée que les urbains redécouvrent comment on produit les biens, qu'ils se rapprochent de la production et que producteurs et consommateurs soient plus près et comprennent les problèmes réciproques et du producteur et du consommateur. Donc cette piste, alors évidemment, pour le bâtiment, ça donne la piste du bâtiment énergie positive, plus ou moins autonome énergétiquement. Ça donne des pistes de ce type. Ça vous donne aussi l'arrivée de formes de services de production par plusieurs bâtiments, avec des collectifs qui s'organisent avec plusieurs bâtiments pour avoir des services communs, etc. etc. Et ville vivante, ça peut paraître... c'est le choc de l'arrivée de la biodiversité. Alors je le dis à ma façon, pendant longtemps, dans ma tête, mais je pense que je n'étais pas le seul, la biodiversité, je pensais que c'était quelque chose qui était en dehors du problème des villes. Grosso modo, la biodiversité, c'est le problème des campagnes et c'est le problème des parcs régionaux, etc. C'est ailleurs. Or, qu'est-ce qu'on découvre? Parce que ça, il faut qu'on le comprenne tous, c'est qu'il y a la possibilité de développer une biodiversité propre à la ville, qu'on peut appeler la biodiversité urbaine. Ce n'est pas du baratin, c'est quelque chose de très intéressant. Et quand vous regardez comment a évolué la nature en ville, vous voyez qu'au début, on faisait des parcs et jardins et des gazons. Maintenant, on amène une nature beaucoup plus sauvage dans la ville. C'est un choix volontaire. La nature est présente sous toutes ses formes. Vous voyez bien que le bâtiment va lui aussi contribuer à sa taille, à sa place, à cette biodiversité. Alors, j'ai terminé là-dessus. À partir du moment où je présente le bâtiment comme pouvant recueillir la biodiversité, à ce moment-là, vous savez, c'est comme l'abeille et les ruches, ou les termites et les termitières. La biodiversité, c'est aussi s'intéresser aux ruches, ou, si je puis dire, s'intéresser aux termitières. Et à ce moment-là, vous regardez la ville avec un autre aspect, la ville, vous la regardez de façon comme une sorte d'être vivant. Et si la ville est un être vivant? C'est osé, mais enfin. Alors un être vivant, c'est quoi? Vous travaillez sur la morphologie. Ça, c'est l'urbanisme des ingénieurs ou des urbanistes qui tracent des voies, qui changent les trucs. Mais les êtres vivants, vous travaillez beaucoup sur le métabolisme. Vous les changez beaucoup par métabolisme. Or, c'est ça la grande question. Le changement, l'adaptabilité, ça va passer par une grande fluidité de changement du métabolisme, aidé par peut-être des habitants qui veulent changer leur mode de vie plus qu'on le croit. Et c'est aussi cette idée que dans les êtres vivants, il y a la partie cerveau, la partie intelligence. Et pourquoi on ne parlerait pas d'intelligence de la ville? Et pourquoi on ne parlerait pas de cette capacité à inventer, à traiter des informations? Et vous le voyez en grand, c'est en train de s'organiser. La ville numérique, etc. La smart city, c'est ça. C'est dire la ville peut disposer d'un cerveau. Alors ça s'applique au bâtiment, les trois trucs que j'ai dit. La morphologie, c'est son architecture telle classique. Le métabolisme, c'est la réflexion profonde sur les usages, la façon dont fonctionne, si je puis dire, dans le temps le bâtiment et transformant ses usages. Et le cerveau, c'est toutes les possibilités qu'on a désormais de le faire fonctionner avec une forme d'intelligence. Voilà. Et j'ai terminé là-dessus. L'idée, c'est que ça s'applique au stock et au flux, mais autant au stock qu'au flux. Voilà. Et la réponse sera parce qu'en travaillant sur les deux. Alors, on nous a demandé une conférence sur la convergence. Il y a un exemple de convergence. Si on regarde, ça va ouvrir notamment une question sur l'utilisation des surfaces. Le sujet majeur qui est en train d'arriver, c'est que si on veut arrêter d'artificialiser, on ne va pas pouvoir étendre la surface en permanence. On va devoir se dire qu'on a une surface qui est déjà artificialisée et qu'il faut la retravailler. On est bien sur une ville vivante, qu'elle soit plus ou moins dense, mais quelque chose qui est vivant. C'est-à-dire qu'avant, quand on parlait d'un bâtiment neuf, on regardait quel était le résultat, mais on ne regardait pas ce qu'il y avait avant. Alors que sur les bâtiments existants, on a l'habitude. On fait ça consommait combien avant, ça consomme combien après.
Demain, on va être amené sur le neuf comme sur l'existant de se dire quel service ça rendait avant, quel service ça rendait après, quelle quantité de matière ça produisait ou consommait avant et après. Donc là, on voit qu'il va falloir probablement penser de manière beaucoup plus fine la manière dont on va construire et rénover. Vous prenez un lotissement qui avait que du logement. La population vieillit. Ce lotissement, il peut devenir difficile à faire vivre de manière intelligente. Peut-être qu'il y a besoin de casser quelques maisons ou les renouveler pour amener d'autres services là, pour les faire se renouveler, avoir une ville qui prend un autre sens. On le voit dans les programmes cœur de ville. Dans les programmes cœur de ville, on n'hésite pas à associer de la rénovation, mais aussi un peu de neuf, quitte à détruire de l'existant pour avoir quelque chose où le métabolisme de la ville reprend. Donc là, on a un enjeu majeur qui va être de cette surface des terrains. Et puis l'autre surface extrêmement importante, c'est la surface des gens. Vous savez, quand on regarde la surface par personne, est-ce que vous savez quelle est la meilleure estimation de la surface par personne dans des logements en France? C'est très très simple, c'est l'âge. À 35 ans, vous avez 35 mètres carrés par personne, à 65, vous en avez 65. On a donc quelque chose de tout bête, plus vous êtes vieux, plus vous avez grand. Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin quand vous avez arrivé à 75 ans? Est-ce que votre sujet, c'est d'avoir grand ou c'est d'avoir pratique, c'est d'avoir adapté à votre sujet? On a un vrai enjeu sur le stock de repenser l'utilisation des surfaces. Vous savez, on regarde par exemple, vous faites un bâtiment, vous dites ce bâtiment, je l'ai fait super bas carbone et il y a 4 personnes qui habitent dedans. Super. 10 ans après, dans les 4 personnes, il y a 2 enfants qui sont partis, il n'y a plus que 2 personnes. Le bâtiment est-il toujours bas carbone? Je pense que dans cette vision qu'on a sur regarder les impacts environnementaux, il va falloir à un moment qu'on sorte d'une approche où on regarde uniquement l'objet et qu'on regarde un peu plus le service et le service par rapport aux gens. Et ça va nous amener à essayer d'avoir une vision un peu moins silotée. Vous voyez, on avait les silos. Il y a la ville d'un côté, les gens qui s'occupent de la ville. Il y a les gens qui s'occupent des bâtiments neufs. Il y a les gens qui s'occupent de la rénovation. Il y a les gens qui s'occupent de l'exploitation. Puis après, il y a les habitants ou les utilisateurs de la ville. Il va falloir qu'on sorte de cette vision-là et sortir de cette vision en essayant de le prendre plus globalement, d'une vision de la ville aux différents bâtiments et surtout à leur usage. Ça pourrait nous amener à avoir des visions différentes. Prenons quelques exemples très concrets. Avant l'ère 2020, on a des labels énergétiques. Pour les bâtiments neufs, c'est 50 kWh par mètre carré. Pour les bâtiments existants, c'est 80 kWh par mètre carré. J'en déduis donc que le bâtiment existant est moins bon que le bâtiment neuf. 50 d'un côté, 80 de l'autre. 80. Faites-le maintenant en cycle de vie, en prenant en compte le carbone dont il y a besoin. Dans le bâtiment neuf, vous avez besoin de plein de carbone pour le construire. Dans le bâtiment existant, il a déjà été consommé. Ce qui veut dire que ce bâtiment existant, sur le plan environnemental, il a d'un coup plein de qualités. Quand vous allez le regarder en termes de biodiversité, quand vous allez le regarder en termes de déchets, il faut absolument qu'on sorte d'une vision que plus grand, plus neuf, c'est toujours mieux. Parfois, c'est absolument nécessaire, indispensable, et c'est comme ça que ça va dans le bon sens, notamment pour renouveler le métabolisme de la ville, mais parfois, c'est un contresens total. Et pour ça, on est convaincu qu'il va falloir faire évoluer la manière dont on regarde les bâtiments au niveau de la ville, comment ce bâtiment est intégré dans cette ville. Peut-être que ce bâtiment dans lequel j'ai fait un parking, c'est quand même idiot parce qu'à côté, il y avait des places de parking vides et que j'aurais pu m'en passer. Peut-être que j'aurais pu mutualiser des espaces entre différents endroits. Et donc, on va avoir besoin de sortir de cette vision en silo. Alors, ce dont je vous parle là, on en travaille beaucoup dans le groupe RBR, Réflexion Bâtiment Responsable et Territoire, que co-présidait Alain avec Christian Clairet, que je co-préside maintenant avec Christian Clairet. Et on a notamment travaillé sur ce que pourrait être un futur label associé à l'ARE.
Et dans les convictions qu'on a, c'est qu'il faut sortir de ce silotage, regarder les sujets de manière un peu large et prendre en compte les sujets d'usage, le lien entre le bâtiment neuf, les bâtiments existants, le parc et les liens entre le bâtiment et la ville. On a la conviction que c'est par une vision comme ça, forcément, qui peut paraître plus complexe, mais qui en même temps peut prendre plus de sens. L'enjeu, ça va être de trouver comment réussir à donner ce sens dans quelque chose que tout un chacun puisse s'approprier. Et là, c'est les expérimentations que vous ferez tous qui permettront d'avancer dans ce sens-là. On a un troisième, là. C'est bon. On est au... Ah bon, c'est terminé. Alors attendez. J'avais prévu de dire 2-3 choses, là. Alors, moi, vous savez, je suis un ingénieur des ponts et chaussées qui n'a jamais construit de pont et de chaussée. Bon, ça peut arriver. Je me suis donc intéressé depuis le début à la construction, à l'époque où ça ne se faisait pas, puis à l'urbanisme. Pendant longtemps, le directeur important était le directeur des routes. Il fabriquait des routes. Je dirais, mutatis mutandis, c'est le directeur de la construction qui fait de la construction neuve. Voilà. Donc, on compte sa force à la construction neuve. Et puis, il y a un moment où on s'est aperçu que construire des routes pour faire passer le cap du 15 août, c'était quand même un peu cher la route supplémentaire, ou des autoroutes pour quelques pointes pendant 1 mois par an ou 2 mois par an. Et petit à petit, est né, alors qu'ils étaient considérés comme subalternes, tous les gens qui s'occupent de l'exploitation des routes, c'est-à-dire l'optimisation des routes déjà construites. Et quand vous regardez tout ce qui est en train de se passer en ce moment, l'intelligence, je m'excuse, elle n'est plus dans le macadam des routes, elle est dans la façon dont on utilise les routes, la façon dont on met à disposition ces espaces pour... Et c'est ce qui se passe en ce moment en ville. Vous voyez bien que finalement, on n'élargit pas les avenues, c'est fini. On n'est pas en train de dire « je vais faire comme Haussmann, je vais dans la ville élargir ». À route constante, on en a une disposition totalement différente. Période Covid, on prend des... Et ça, c'est très intéressant. Et donc, finalement, pour le monde du bâtiment, c'est découvrir ce qui a été découvert dans le monde des routes, c'est que l'exploitation, l'utilisation intelligente, c'est encore plus intelligent que la simple construction. Donc, je suis en train de dire des choses un peu dures si c'est appliqué stricto sensu à la construction. Et ma deuxième remarque, parce que derrière cet exposé, il se passe quelque chose, c'est que si on pense qu'il faut travailler en même temps, avec la même énergie, sur le flux et sur le stock, peut-être qu'on a moins besoin de flux qu'on ne pensait. Vous voyez bien que tous les débats qu'il y a sur le dynamisme de la construction ne se résumeraient, entre guillemets, qu'aux chiffres de construction neuve. Ce qu'on est en train de vous dire comme exercice de prospective, c'est un grand coup de vieux que ça a pris. Ça a pris un très grand coup de vieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du neuf. Moi, je le défends pour une autre raison, le neuf, c'est que s'il est très performant, il rend plus obsolescent le stock, et donc il crée une dynamique de transformation du stock. Rien que pour ça, il faudra toujours un secteur très performant du neuf. C'est un rapport avec l'autre salle où on parle jusqu'où on va, est-ce qu'on mollit dès que c'est un peu compliqué, ou est-ce qu'on va très loin, Voilà. Donc, on est en train de changer de paradigme, ce qu'on est en train de dire. Il y aura toujours de la construction neuve, mais cette construction neuve ne peut s'expliquer que parce que le stock n'aura pas pu répondre à la demande. Stock qu'on peut changer. Voilà. Donc, on met à égalité les pros de la construction neuve et les pros de la rénovation, et on dit, si on veut faire des choses intelligentes, il faut travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci Jean-Christophe. Bravo.